Bonjour. La zone 51 de Patrick Delceau. C'est très, très intéressant. La zone 51. La zone 51 est la plus célèbre des bases souterraines secrètes créées par le gouvernement mondial. Voici ce que nous dit dans une de ses conférences Phil Schneider, célèbre géologue américain ayant travaillé sur la construction de 13 de ces bases souterraines secrètes. Les budgets occultes consacrés à la construction des bases militaires de grande profondeur sont des budgets frappés par définition du sceau du secret et qui pompent près de 25% du PNB, produit national brut des États-Unis. Ces budgets de l'ombre consomment annuellement près de 1 trillion 25 de dollars, c'est même pas la peine d'imaginer, et se voient à tout le moins attribués à des programmes occultes secrets comme ceux des bases militaires de grande profondeur. À ce jour, il y aurait plus de 129 installations souterraines de ce type aux États-Unis. Certaines d'entre elles furent même construites bien avant cette période des années 40. Ces bases constituent en fait en grandes villes souterraines reliées entre elles par des trains maglés à lévitation magnétique à grande vitesse dont l'allure de croisière dépasse les Mach 2, plus de 2000 km/h. Je vais faire une parenthèse, c'est ce qu'ils faisaient déjà dans les années 40 avec les nazis. Les gardiens du silence de... je ne sais plus comment il s'appelle, j'avais le livre, mais c'est ce qu'il faisait à l'époque. Alors Richard Solder, mais à 1000 km/h, architecte diplômé, a risqué sa vie en parlant de ces questions. Il a travaillé avec bon nombre d'agences gouvernementales dans le domaine des bases militaires souterraines de grande profondeur. Rien qu'en Idaho, il n'a pas moins de 11 installations de ce genre. La profondeur moyenne de ces bases est de plus de 1 mile, plus de 1500 mètres, et il s'agit en fait de véritables villes souterraines. En termes de volume, il s'agit d'installations allant de 4 à 6 km3. Ils ont des machines de forage au laser capables de creuser un tunnel de 7 miles, plus de 10 km de longueur en une journée. Ces projets occultes court-circuitent l'autorité du Congrès et sont donc totalement illégaux. Et aujourd'hui, le fonctionnement même du nouvel ordre mondial repose sur l'existence de ces bases. Si j'avais eu connaissance de l'implication du nouvel ordre mondial dans ce projet à l'époque où j'y travaillais, j'y aurais jamais collaboré. Développement technologique militaire, complexe militaire ou industriel, impliquant des intérêts allemands en matière de technologie hyperspatiale et plus. Fondamentalement, pour une année calendrier qui s'écoule, correspond à un bond de 44,5 années en termes de progrès technologique. Donc en un an, ça s'écoule à 44 années en termes de progrès technologique, vous avez bien entendu. C'est pour cela qu'il est plus aisé de comprendre le fait que dès 1943, ils étaient capables de créer un vaisseau qui pouvait littéralement disparaître à un point et réapparaître à un autre grâce à l'usage d'une technologie basée sur l'utilisation de tubes sous vide. En 1900. Mon père, Otto Oskar Schneider, a combattu pendant la guerre dans les deux camps, américains et allemands. Au départ, il était capitaine à bord d'un U-Boat, sous-marin allemand de Deuxième Guerre mondiale, pour être par la suite capturé et rapatrié aux États-Unis. Il fut impliqué dans différents projets comme celui de la bombe atomique, la bombe à hydrogène, l'expérience de Philadelphie. L'expérience de Philadelphie fut une expérience secrète de la Navy en 1943 qui tenta de rendre invisible au radar l'USS Eldridge et qui aurait débouché par accident sur les voyages temporels à Montauk en 1983. C'est-à-dire une sorte de retour vers le futur. Il fut l'inventeur d'une caméra à grande vitesse qui filma les premières expériences nucléaires s'étant déroulées sur l'atoll de Bikini le 12 juillet 1946. J'ai les clichés originaux de ces tests et ces photos montrent un ovni survolant à grande vitesse l'endroit où se trouvait la bombe. À cette époque, la région de Bikini était véritablement infestée par des apparitions d'ovnis. Tout particulièrement sous la mer, et les populations indigènes voyaient leur bétail victime de mutilation. Et c'est également à cette époque que le général MacArthur estima que le prochain conflit se serait fait avec des êtres extraterrestres provenant d'autres univers. À environ 190 km au nord-ouest de Las Vegas, dans le désert de Nevada, la carte officielle devient soudainement muette. Et un de ces qui se trouve dans cette zone y est mentionné.
Pourtant, il y a des montagnes et des ravins impressionnants, des bâtiments de bonne taille, ainsi qu'une immense piste d'envol longue de 9,5 km. Mais rien du tout cela ne figure sur la carte. Sur un territoire de la taille de la Suisse, il semblerait que toute activité humaine ait été volontairement occultée. L'accès à cette zone est interdit. Des panneaux placés à ses limites indiquent que l'utilisation de la force armée est autorisée à l'encontre des intrus. En outre, l'espace aérien surplombant l'endroit est le plus inviolable des États-Unis. Nous sommes sur le territoire de la Nellis Air Force Range et du site nucléaire du Nevada, plus communément appelé Zone 51, ERA 51, suivant l'ancienne désignation officielle du lieu. La zone 51 fut établie en 1954 pour servir de base secrète à la Lockheed Aircraft Corporation, société d'aéronautique qui mettait alors au point des avions espions pour le compte de la CIA et du Pentagone. Ce site d'essai servait encore récemment aux projets de la défense les plus avancés mis en œuvre par les États-Unis. Le bombardier furtif Seattle fut testé sur cette base comme d'autres engins de conception futuriste. Je pense aussi au bombardier B2, si je me trompe pas. Furtif. Compte tenu de ses activités, la base a toujours été entourée de plus grands secrets. L'US Air Force, USAF, n'en a reconnu existence qu'en 1994, car c'est là que se trouve le fer de lance de la technologie militaire américaine. Or, d'après certains éléments d'information récents, la technologie du site, aussi bien que ses employés, ne serait pas uniquement d'origine américaine, tout au parti serait extraterrestre. Une technologie extraterrestre. Les autorités américaines montrèrent en effet un embarras évident lorsqu'un ancien technicien du site déclara qu'il existe une activité ovni au-dessus de la zone 51. Pour compléter cette très surprenante déclaration, cet informateur ajouta que l'aviation américaine travaillait activement avec la technologie extraterrestre. C'est sur un plateau de télévision en mai 1989 que Bob Lazar fit cette déclaration. Cet informateur devait sortir de quoi il parlait. Lazar avait occupé sous contrat un poste de scientifique sur la base pendant 5 mois à partir de décembre 1988. Il révéla que le gouvernement américain y conduisait un programme d'examen de 9 soucoupes volantes et tentait d'adapter la technologie extraterrestre à ses propres fins. Quand Lazar fit ce témoignage public, il opéra dans l'ombre. Il se présenta sous un nom d'emprunt, Denis, et sa voix fut modifiée électroniquement. Cette prudence lui était dictée par le fait que sa femme, en lui, avait déjà fait l'objet de menaces de mort. Les précautions prises eurent peu d'effet. Dans les jours suivant l'interview, les menaces de mort se succédèrent et on tira des coups de feu sur sa voiture. En novembre de la même année, afin de prévenir ce genre d'incident, Lazar décida de jeter le masque. À cette occasion, il donna plus de détails encore, décrivant notamment le site ultra secret S4, c'est-à-dire secteur 4 ou section 4, situé à l'intérieur de la zone 51, près du lac Papooze, voire Carte, lieu où les engins extraterrestres étaient remisés. Il précisa les fonctions qui avaient été les siennes sur ce site au sein d'une équipe de 22 ingénieurs, et ils étaient engagés pour tenter de comprendre le système de propulsion des ovnis. À l'intérieur du S4, selon Hazard, le S4 est un vaste complexe souterrain occupant la surface d'une chaîne de montagnes entière. Au début, il pensait travailler sur une technologie humaine très avancée, mais lorsqu'il pénétra à l'intérieur de l'un des disques, il acquit la conviction que tout cela venait d'un autre monde, car ni la forme, ni les dimensions ne semblaient provenir de la main de l'homme. Il n'y a pas de joint physique, pas de soudure, ni de boulon, ni rivet apparent, dit Lazar. Chacun de ces objets présente une sorte de bord arrondi, comme s'il avait été moulé dans le cire, chauffé et ensuite refroidi. Poursuivant ces descriptions, Lazar fait état de hublots, de voûtes et de tout petits sièges hauts de 30 cm. Quant à ce qui avait été identifié comme unité de propulsion, il s'agissait d'un objet de la taille d'un ballon de rugby, capable de produire un champ antigravité traversant l'engin par une tuyère verticale. La documentation que Lazar fut consultée par ailleurs confirma ses soupçons. Il trouva sur le site une masse étonnante d'informations relatives aux ovnis, y compris les images d'une autopsie de petits êtres grisâtres et chauves. D'après les documents compulsés par Lazar, ces extraterrestres étaient répertoriés comme venant du système stellaire Zeta Reticuli. Je pense que c'est dans le film Alien qu'on voit ça, dans Alien 1, c'est Zeta Reticuli, comme par hasard. Il ne faut pas oublier que le film il y a 40 ans passé. Il était également question d'un incident survenu en 1979, voilà.
au cours duquel des extraterrestres avaient tué des gardes de sécurité et un scientifique de la base. À la lumière de ces éléments, il ne faisait plus aucun doute pour Lazare qu'il s'agissait là d'engins extraterrestres fabriqués par une intelligence extraterrestre, avec des matériaux extraterrestres. Lazare n'affirme pas catégoriquement avoir vu des extraterrestres au S4. Mais il assiste en revanche à une scène étrange. Passant un jour devant une pièce dont la porte était ouverte, il vit deux hommes en blouse blanche regarder vers le bas et s'adressant à un petit être aux longs bras. Ce fut une vision brève, je n'ai aucune idée de ce que cela pouvait être, dit Lazare. Information fiable, Lazare emploie-t-il des clichés sur les ovnis pour que se faire un peu de publicité ou peut-on croire ce qu'il raconte? Plusieurs éléments viennent toutefois corroborer ces affirmations. D'après George Knapp, qui interviewa Lazare à la télévision, plus d'une douzaine de personnes se sont depuis manifestées pour compléter et étayer ses propos. Knapp a ainsi pu filmer le témoignage d'un homme ayant dirigé plusieurs programmes militaires de grande ampleur à la base Nellis. Ce témoin prétend que les autorités disposent d'extraterrestres de leur technologie depuis les années 50. Hélas, cette bande de vidéos ne pourra être visionnée qu'après la mort de cet homme. Aucun des autres témoins n'accepte de se montrer au jour car ils craignent des représailles. Menace de mort. Un journaliste d'une autre chaîne de télévision qui souhaitait enquêter sur la zone 51 se heurta aux deux mêmes réticences. Un ingénieur électricien qui affirmait avoir vu une soucoupe volante se déclara prêt à participer à une émission télévisée. Mais il se ravissa après avoir constaté la présence d'individus, vêtus de sombre, stationnant nuit et jour dans des voitures près de son domicile. Un autre témoin reçut des menaces directes. On lui dit « Nous savons que vous voyagez beaucoup et ce serait tellement dommage que vous et votre famille ne soient victimes d'un accident. » Si on observe Lazare dans ses prestations télévisuelles, il apparaît comme une personne posée, calme et sans prétention. Il n'avance pas sur des domaines qui ne lui sont pas familiers. Il a de plus toujours avancé la même version des faits. Chose difficile et rare en matière de faux témoignages. Toutefois, sa crédibilité peut être mise en doute car il soutient être titulaire de diplômes délivrés par deux universités américaines prestigieuses, sans jamais en avoir apporté la preuve. Par ailleurs, il a connu une faillite commerciale et cela a été condamné à des travaux d'intérêt général pour avoir participé à la gérance d'une maison close. On peut également s'interroger sur les motivations de Lazare. Selon lui, il a décidé de parler parce que garder le silence aurait été une insulte à la science et aux citoyens américains. Ses nobles intentions ne l'ont pas empêché de vendre ses dessins d'engins d'extraterrestres sous forme de maquettes et d'en céder les droits pour un film racontant son aventure, mais gagner de l'argent n'est pas un crime, surtout aux États-Unis, et les quelques taches sur son passé ne signifient pas qu'il soit foncièrement malhonnête. Quoi qu'il en soit, un doute subsiste sur la véracité de certains de ses propos. Lazare affirme par exemple que de 1982 à 1984, il a travaillé au laboratoire national de Los Alamos du Nouveau-Mexique, dans le cadre de l'initiative de défense stratégique Guerre des Étoiles. Oui, Star Wars. Le journaliste George Knapp enquêta à ce sujet et s'aperçut que le nom de Lazare figurait bien à l'époque sur l'annuaire du laboratoire de Los Alamos. Mais le fait a été catégoriquement démenti par les autorités militaires. Selon elles, il n'y aurait aucune trace d'un tel engagement. En revanche, le gouvernement n'a jamais nié que Lazare avait travaillé à la zone 51, ce qui est confirmé par ses déclarations d'impôts. Confirmation vidéo. D'autres données accréditant les dires de Lazare ont été récemment produites en 1995. Une société cinématographique allemande diffusa une cassette vidéo Secret du monde noir, dans laquelle plusieurs témoins confirment que la zone 51 est le théâtre d'une activité pour le moins étrange. Par exemple, Norio Ayakawa, caméraman de la télévision japonaise, resta éveillé toute une nuit afin d'entrevoir un ovni décollant de la zone 51. Il filma en effet un objet lumineux planant au-dessus des montagnes et à travers le ciel. L'analyse du film fait dire à Ayakawa que l'objet n'était certainement pas un avion de type classique. Beaucoup d'autres films montrent à peu près la même chose. Un objet extrêmement lumineux se déplaçant à une vitesse incroyable et effectuant des manœuvres aériennes. Impossible. L'un de ces objets s'est même approché d'une équipe de télévision de la NBC. Les journalistes sont revenus avec des brûlures proches de l'irradiation. Un autre reporter a réussi à s'introduire à l'intérieur du S4 et a pu filmer une salle remplie de grands récipients dans lesquels, selon lui, étaient stockés des cadavres extraterrestres. La cassette vidéo allemande présente deux soi-disant ovnis. L'un ressemble fort à un avion à réaction classique
volant à basse altitude. L'hôte est en fait une séquence mal montée d'un avion en piteux état. Par ailleurs, des spécialistes en aéronautique tels l'écrivain Jim Goodall affirment qu'au moins 8 programmes de vols spatiaux sont en cours de la zone 51. Ces Black Programmes, projets ultra secrets au budget annuel estimé à 35 milliards de dollars, ont permis aux bombardiers furtifs de voir le jour, et l'on sait qu'il inclut des essais d'avions, sondes, sans pilote dont la vitesse et la maniabilité pourraient facilement faire croire qu'il s'agit de soucoupes volantes. Cette probabilité n'explique pas tout. Goodall était d'engins silencieux, fait état d'engins silencieux et incroyablement rapides. L'un d'eux suivi par le Federal Aviation Administration Center, filé à 16 000 km/h, soit environ 13 fois la vitesse du son, et s'interroge légitimement sur la compatibilité entre leur telle vitesse et la technologie humaine. Goodall interviewera un ancien ouvrier de chez Lockheed qui affirma « Nous possédons des engins dans le désert du Nevada qui feraient baver d'envie George Lucas. » George Lucas, évidemment Star Wars. Également interrogé par Goodall, Ben Rich, ancien président de la Lockheed Advanced Development, déclara « Oui, je crois fermement que les ovnis existent. » Lazar indique que ceux qui travaillent au sein du S4 portent des badges portant le nom de code MAJ. S'agit-il du Majestic 12, le groupe ultra secret de recherche sur les soucoupes volantes créé par le président des États-Unis en 1947? Point d'interrogation. Et je coupe là. Merci, à bientôt, dans 2 jours.